La réalité inconnue. Les livres de Seth, tome premier. L'introduction, partie deuxième. Je veux simplement insister sur le fait que notre but global est la publication des livres de Jane, y compris ceux produits avec Seth, et que chaque ouvrage est en soi une entité complète, même s'il contient les nécessaires références aux autres livres de la série. Nous voulons que ces références aident le lecteur à situer chaque ouvrage par rapport aux autres dans le temps, indépendamment du moment où il a été publié pour la première fois. Car plus le temps passe, moins la date de publication est importante. Quand je note par exemple que Physique politique doit être publié cet automne en 1976, je sais bien sûr que au moment où le premier tome du livre de Seth sera imprimé, au printemps 1977, Physique politique sera en fait déjà en vente depuis plusieurs mois. À mes yeux, pourtant, c'est la façon la plus exacte de présenter cet événement en formation dans ce tome 1. On peut beaucoup jouer avec les nombres. On peut par exemple s'en servir pour étudier différentes perspectives d'un même sujet. En l'occurrence, le tome, cette qualité dont il vient tout juste d'être question. Dans son ensemble, la réalité inconnue contient 65 sessions réparties sur une période d'un peu plus de 14 mois et demi. Durant ce temps-là, il y a bien sûr eu quelques semaines où Jane n'a transmis aucune dictée du livre, mais j'étais curieux d'avoir une idée approximative du nombre d'heures qu'elle a réellement passé à produire l'intégrité de cet ouvrage. Pour 40 sessions, j'ai calculé le temps durant lequel Jane était uniquement en transe et en train de dicter et ce même temps auquel venait s'ajouter la durée des pauses. J'ai obtenu une moyenne respectivement d'une heure 30. Pardon. J'ai obtenu une moyenne respectivement d'1h39 et de 2h02 que j'ai ensuite multiplié par 65. Le résultat est différent à croire. Il en dit long sur la rapidité que la créativité, du moins celle de Jane, peut avoir dans certaines conditions, car elle a dicté toute la réalité inconnue en 90 heures, 35 de transe ou 131h30 si l'on inclut les pauses. Indépendamment du contexte plus large dans lequel ces heures se sont déroulées, ce résultat est tout à fait remarquable pour la réalisation d'un ouvrage aussi créatif que celui-ci. Par comparaison, souvenez-vous qu'une semaine comporte 168 heures. De tome à autre, il m'est arrivé de penser au temps moyen mis par Jane pour dicter Seth parle et la réalité personnelle, mais je n'ai pas fait le calcul. Je suis toutefois étonnée de constater que presque tout le monde semble ignorer ou trouver normal ces très courte durée de travail pour les livres de Seth, à moins que ces facteurs ne soient pas compris en termes de temps linéaire ordinaire. Peut-être suis-je le seul ici à m'intéresser à cela, car même Jane ne manifeste pas une grande curiosité à l'égard du tome qu'elle a investi dans le matériau de Seth. Elle transmet simplement. Mais vu ses attitudes, je pense que sa vitesse de production et une approche ou une traduction physique fiable
de l'idée de 7 selon laquelle fondamentalement tout existe en même temps, qu'il n'y a pas réellement de temps et que les livres de 7 par exemple sont là pour être reçus dans une forme finale pour peu qu'on s'y relie. Dans la partie 3 de ce volume, la note 2 de la session 692 contient des informations sur une autre façon d'approcher davantage. Depuis notre réalité physique, l'idée de 7 sur la simultanéité, mais parler ici de cette méthode serait hors de propos. Depuis que Jane a commencé à publier le matériau de 7 en 1977, elle a reçu plusieurs centaines d'appels téléphoniques et de lettres concernant son travail. Nous en sommes très reconnaissantes, même si nous n'avons pas encore répondu à tout le monde. Mais je n'ai pas souvenir que ce fantastique élément du temps dont nous venons de parler ait jamais été mentionné par un seul de nos correspondants. Jane en transe pourrait-elle réellement transmettre le manuscrit complet d'un livre en 45 heures d'affilée? Ce n'est que pure hypothèse, bien sûr, mais je suis certain qu'elle le pourrait. Du moins en ce qui concerne un matériau de 7 qui serait à sa disposition. Elle aurait juste besoin de la force physique nécessaire. Même maintenant, lorsqu'elle s'exprime pour 7, elle peut parler bien plus longtemps que je ne peux écrire. L'information de 7 serait là. L'ouvrage produit serait différent du même ouvrage transmis sur une période plus longue. 7 n'aurait pas nos activités quotidiennes courantes dans lesquelles puissaient certaines de ces analogies par exemple, mais je pense que dans ce cas-là, il évoquerait des situations similaires tirées de nos passés ou formulerait son matériau de façon différente, ce qui conduirait au même résultat. Je pense que tout au long de la réalité inconnue, il est important de rappeler périodiquement aux lecteurs certaines des idées fondamentales de 7. En guise d'exemple, je vais poursuivre le sujet du temps. Mais en parlant du temps de 7 maintenant, et l'associer à sa notion de durabilité qui est à la fois spontanée et simultanée, comme il nous l'a expliqué plus d'une fois. La durabilité s'obtient grâce à une expansion constante en termes d'accomplissement de valeur. Une partie de mon commentaire faisait suite à la session 724 dans le tome 3, s'intègre parfaitement ici. Dans la session 14 du 8 janvier 1964, 7 a commenté avec un certain humour. Car vous n'avez aucune idée des difficultés que cela implique d'expliquer le temps à quelqu'un qui doit prendre du temps pour comprendre l'explication. Pourtant, le temps simultané de 7 n'est pas un temps absolu, car comme il nous l'a aussi dit dans cette même session, bien que le temps sur votre plan n'est pas dans sa danse. Bien que le temps sur votre plan n'est pas dans sa danse, sur moi, quelque chose qui ressemble au temps sur mon plan a une ascendance sur moi. Pour moi, le temps peut être manipulé, utilisé à loisir et examiné.
Pour moi, votre tome est un véhicule, l'un de ceux qui me permettent de pénétrer dans votre conscience. C'est donc encore pour moi une réalité dans certains types. C'est moi qui ai souligné la phrase. Autrement, je ne pourrais en aucune manière l'utiliser. Je pense que le concept de set sur le temps simultané nous échappera toujours en partie tant que nous serons des créateurs physiques. Il nous fournit cependant des indications sur des mécanismes invisibles. Nous pouvons mieux comprendre le fait que Jane exprime sa version de ce qu'est set, la mise en forme elle-même de l'idée en mots de mieux que Jane le peut, nous aide à saisir ce que set veut dire. Nous pouvons faire des envolées ou des bonds intuitifs ou non verbaux en direction d'une compréhension qui, dans une certaine mesure, transcende nos banales idées de cette qualité ou essence que nous appelons le temps. Un temps que nous prenons tellement comme allant de soi dans nos sociétés occidentales que même le fait de nous interroger sur son écoulement apparemment unidirectionnel paraît tout à fait futile. Je vais poursuivre ces notes en citant deux courts passages du matériau de Seth qui seront suivis d'une contribution plus longue de Jane. Provenant lui aussi de la session 743, tome 3, le premier extrait reprend l'idée de la création de passerelles entre les différents tomes de la réalité inconnue en extrayant quelque chose de l'un pour l'inclure dans l'autre. Aucun livre intitulé La réalité inconnue ne peut espérer rendre cette réalité totalement connue. Elle reste nébuleuse parce qu'elle n'est pas réalisée consciemment. Le mieux que je puisse faire, c'est d'indiquer des domaines qui ont été relativement invisibles pour vous aider à explorer ce qui constitue réellement différentes facettes de votre propre conscience. Je me rends bien compte que le livre soulève beaucoup plus de questions qu'il n'offre de réponses, et cela a été mon intention. Et l'intention de Jane est la mienne également. Les livres de Jane sont des documents qui rendent compte de l'utilisation qu'elle a faite de certaines attitudes qui, selon nous, sont très créatrices. Les questions qu'elle soulève nous proposent des domaines plus vastes à explorer. D'ordinaire, nous ne considérons pas ces questions-là ni ces défis comme étant d'origine mystique, selon le point de vue de notre société occidentale. Dans la première session de ce volume, la 679, Seth parle des antécédents religieux de Jane, de sa nature profondément mystique, et pour ma part, j'ajoute en appendice quelques éléments sur le mysticisme. Bien que ces informations-là aient un rapport avec ces notes préliminaires, elles devaient toutefois en être distinctes. Le travail que nous faisons porte sur des concepts auxquels nous prêtions peu d'attention consciente auparavant dans nos vies. J'avais 44 ans et Jane 34 ans quand elle a commencé le matériau de cette fin
1963. Comme je le montre dans certaines notes, les poèmes écrits par Jane dans sa jeunesse reflètent clairement sa compréhension intuitive de certains concepts que Seth allait expliquer en détail beaucoup plus tard. C'était le cas même si Jane ne s'en rendait pas consciemment compte. Reportez-vous à la strophe de son poème L'été et hiver. Au tout début du livre, tel que je vois les choses, le travail qu'elle fait avec le matériau de Seth revient et à mettre ses idées artistiques fondamentales au service de notre conscience pour qu'en les utilisant dans nos vies quotidiennes, nos réalités individuelles et collectives puissent s'améliorer. Par idées artistiques, j'entends les plus profondes, les plus esthétiques, les plus pratiques et oui, les plus mystiques. Vérité et questions que les êtres humains sont capables d'exprimer puis de résoudre. Dans la plupart des réponses que Jane reçoit par courrier et au téléphone, les réactions par rapport à son travail montrent que c'est ce que se produit. Ces réponses, soit dit en passant, nous en discuterons brièvement à la fin de ces notes au moment où je présenterai la lettre que Seth adresse à ses correspondants. Dans les livres de Seth, nous nous sommes délibérément abstenus de commenter les similitudes qui existent entre ces idées et celles de diverses doctrines religieuses, philosophiques et mystiques, issues du Proche, Moyen ou Extrême-Orient. Ce choix correspond bien sûr à notre nature. Jane et moi savons que de telles corrélations existent. Nous serions d'ailleurs surpris si ce n'était pas le cas. D'autres personnes nous ont souvent fait part de ces similitudes et nous-mêmes, nous avons lu certains ouvrages sur le bouddhisme, l'hindouisme, le zen et le taoïsme pour ne citer que sans oublier bien sûr le chamanisme, le vaudou et l'obéa. Selon nous, il est évident qu'il serait possible d'écrire un livre comparant le matériau de Seth avec d'autres systèmes de pensée, qu'ils soient religieux ou non. Mais étant individualiste, Jane et moi avons choisi de ne pas concentrer sur ces domaines. Ce que j'écris ici ne doit pas non plus être pris comme une tentative de dénigrement d'autres approches de la réalité fondamentale. Même s'il y a des similitudes, il existe aussi de notre point de vue des différences capitales entre la philosophie de Seth et celle de nombreux autres systèmes institutionnels. Jane et moi préférons considérer les unités qui se trouvent dans notre monde comme des religions incluantes, sans pour autant que celles-ci nous délimitent. Et nous pensons que Seth insiste en ce sens. Avec entêtement, nous suivons notre propre cheminement, sachant que nos points de vue sont
enracinés dans les traditions occidentales du monde, mais également conscients qu'il existe autour de nous ces nombreux autres systèmes ou philosophies, dont certains sont vieux de quelques millénaires, que l'espèce humaine a créé pour l'aider à expliquer la réalité. Nous ne nous sentons toutefois nullement obligés de connaître intimement les détails du soufisme ou du brahmanisme, par exemple. Pour comparer la vie et la pensée orientale à celle occidentale, je prends souvent l'exemple des hémisphères droit et gauche du cerveau. Ils sont séparés et pourtant unis. Chaque moitié remplit des fonctions qui se complètent et dans une certaine mesure se recoupe avec elle de l'autre moitié et ensemble, toutes deux opèrent comme un tout. Mais nous n'aimons pas l'idée de nirvana du bouddhisme et de l'hindouisme qui requiert l'extension de la conscience individuelle et son absorption dans un esprit suprême, en général après une succession de vues. Et nous élevons des objections contre l'idée que la nature, en termes de temps linéaire, ait arrangé les choses de telle sorte que l'individu doit payer dans une vie une dette karmique qui serait le résultat d'actions accomplies dans une existence antérieure. Pourquoi la nature devrait-elle punir que soit si elle ne punit pas quoi que ce soit? Les réalités de nirvana et de karma ne sont pas celles que Jane et moi voulons créer. Je suis d'accord. Nous préférons à la place les concepts de Seth, ainsi que les nôtres, sur la nature inviolée de la conscience individuelle avant, pendant et après l'existence physique. En termes ordinaires, est ceci qu'une théorie de réincarnation entre en ligne de compte ou non. Il est sans doute assez naturel pour nous, occidentaux, de ne pas apprécier l'idée de devoir abandonner notre nature individuelle et au moment de la mort physique, même si intellectuellement nous pouvons comprendre, par exemple, l'enseignement bouddhiste affirmant qu'il est possible de trouver la parfaite félicité dans le bienheureux abandon final du moi en un esprit suprême. Même si je note avec humour que personnellement je dois encore déterminer comment le moi qui s'abandonne sait qu'il l'a fait, s'il a été si totalement absorbé. Si je suis plus enclin à être d'accord avec ce que dit Seth dans la session 590 de Seth parle, chapitre 22, vous n'êtes pas voué à vous dissoudre dans tout ce qui est. Les aspects de votre personnalité tels que vous les comprenez actuellement seront maintenus. Tout ce qui est le créateur de l'individualité et non pas le moyen de sa destruction. Chaque fois que je lis quelque chose sur les conceptions conventionnelles que les orientaux ont d'un esprit suprême,
Je me souviens de ce que Seth avait à dire dans la session 796 qui se trouve dans l'appendice de cette parle. J'utilise l'expression expansion de la conscience plutôt que celle plus fréquente de conscience cosmique parce que cette dernière implique l'expérience de proportions inaccessibles au genre humain pour le moment. Certaines expansions de conscience intenses peuvent sembler cosmiques par contraste avec votre état normal, mais elles indiquent à peine les possibilités de conscience qui vous sont accessibles maintenant et s'approchent encore moins de la conscience cosmique véritable. Okay. Il est clair que de nombreux arguments allant, je suppose, à l'encontre de tout ce que j'ai écrit dans les 4 derniers paragraphes peuvent être avancés, mais ce qui est dit résume approximativement la façon dont Jane et moi considérons le matériau de Seth par rapport à d'autres philosophies. J'apprécie en particulier le fait que le travail de Jane, sa contribution à notre façon de penser, soit le fruit de sa seule psyché sans l'aide de laboratoires, de statistiques ou de tests. J'entends par là que, pour nous, le